Donc, bonjour Christiane, je vois qu'on a un participant déjà, mais on va attendre quelques minutes pour que les autres participants se rentrent dans la salle. OK, parfait. C'est noté, merci. Et Catherine est là. Catherine est nurse practitioner qui aussi travaille avec les réfugiés. Alors, je pense qu'on a des personnes qui vont participer qui sont aussi experts dans le domaine. Bonjour et bienvenue Catherine. Bonjour, bon après-midi. Je vais attendre juste une minute de plus. On va commencer à 1h et à 13h04 pour laisser les autres juste rentrer là dans la salle. Bon, voilà. Alors, je vais commencer. Je pense qu'on a quatre invités jusqu'à présent. Donc, merci de nous avoir joints aujourd'hui, de vous avoir joints à nous aujourd'hui. C'est parce que c'est une belle opportunité d'avoir une bonne discussion sur l'accès aux soins de santé pour les réfugiés au Canada. Donc, bonjour et bienvenue. Je m'appelle Chloé Eward. Je suis coordinatrice pour les événements francophones pour l'Institut Pegasus ou Pegasus Institute. Et donc, aujourd'hui, comme j'ai déjà dit, je pense, on va avoir une table ronde sur l'accès aux soins de santé pour les réfugiés au Canada. Donc, juste pour quelques affaires techniques ou logistiques, vous pouvez peut-être voir sur votre écran un Q&A. Donc, c'est là où vous pouvez poser vos questions si vous en avez. Ou bien dans le chat, il devrait y avoir une fonction chat. Mais encore une fois, si vous avez des questions ou des problèmes de son ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à mettre des commentaires, des questions dans le Q&A. Et je pense que vous pouvez aussi on vous demandera de vous laisser en sourdine pour le moment. Mais lorsque on a la discussion table ronde, on vous demandera de peut-être, si vous êtes à l'aise, de vous enlever le micro pour ouvrir le micro pour poser vos questions comme ça, si c'est plus facile. Donc, voilà. Et pour commencer, je vous montre l'ordre du jour. Donc, voici l'ordre du jour pour aujourd'hui. On va commencer avec le bonjour et l'introduction du thème général, donc l'accès aux soins de santé pour les réfugiés au Canada. L'introduction de la mission, vision du mandat et des objectifs de l'Institut Pegasus, ça va être notre invitée Joséphine Bywaters, qui est étudiante à l'Université de Western Ontario, mais membre en tant qu'étudiante de l'Institut Pegasus. Donc, elle fera l'introduction de l'Institut Pegasus dans quelques minutes. Notre deuxième article, c'est l'introduction et la présentation des panélistes. Donc, on a 4 panélistes aujourd'hui que je vais présenter dans les prochaines quelques minutes aussi. Leur bio et leurs photos. Troisième article, c'est l'ouverture de la discussion table ronde. Donc, c'est à ce moment que vous allez avoir l'opportunité d'ouvrir votre micro et de poser vos questions dans le Q&A. Pour terminer, on aura la fermeture de la discussion, remerciements et rappel de notre prochain webinaire qui sera le mercredi 12 mai 2021.
je check le claravage pour voir des choses. Est-ce que mon microphone, c'est OK? Je vois qu'il y a quelqu'un dans le chat qui m'a dit qu'il y a comme un background. Est-ce que ça va? Je pense que ton micro frotte peut-être un peu Ah. ou c'est peut-être ça. Je le bouge alors. Merci. Je peux aussi l'enlever. C'est mieux comme ça? Parfait, merci beaucoup. Merci à tous. Toujours des problèmes techniques aujourd'hui. Et donc, vous aurez dû recevoir ces documents ordre du jour et puis la description de nos panélistes aujourd'hui, bio et photo. Juste pour vous laisser l'opportunité de lire les bios vraiment vite. Je pense qu'on a dû vous avoir envoyé un courriel ce matin. Donc, voilà nos 4 panélistes. Donc, encore une fois, merci à nos 4 panélistes de nous avoir joints aujourd'hui. En premier, aujourd'hui, on va avoir Caroline Clavel, qui est chargée de projet à CERDA, qui est le centre d'expertise sur le bien-être et l'état de santé physique des réfugiés et des demandeurs d'asile au CIUSSS Centre-Ouest de l'île de Montréal. Merci, Caroline. En deuxième, on va avoir Dr. Juan Carlos Sherwin. Donc, j'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Il est médecin de famille au CLSC Park Extension et l'Université McGill à Montréal. On a aussi Caroline Blais, qui est intervenante sociale avec Médecins du Monde. Bonjour et bienvenue. Et Justin Zehindula, il est infirmier expert en soins d'urgence et services humanitaires et catastrophes réfugiés habitant en Ontario. Donc voilà nos 4 panélistes. Encore une fois, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Je pense que ça va être une belle discussion. Et donc, je passe la parole à Joséphine Bywaters qui va nous faire la reconnaissance territoriale ainsi qu'une introduction à l'Institut Pégase francophone. Allô, bonjour. Bien que nous nous réunissions virtuellement cet après-midi, nous reconnaissons que chacun ou la plupart, s'il y a des invités qui nous joignent de l'international, chacun d'entre nous se situe sur le territoire traditionnel de nombreuses nations autochtones à travers l'île de la Tortue. Et nous diffusons de Toronto, le territoire traditionnel des Mississauga of the Credit, des Anishinaabe, des Chippewa, des Haudenosaunee et du peuple Wendat. Et Toronto abrite maintenant de nombreuses Premières Nations diverses, peuples inuits et métis. Nous reconnaissons également que Tkaronto, maintenant connue sous le nom de Toronto, est couverte par le traité 13 avec les Mississauga du Crédit, ainsi que par le Williams, signé avec de nombreuses bandes de Mississauga of the Chippewa. Nous sommes tous signataires de traités et nous offrons cette reconnaissance comme point de départ pour honorer les occupants originaux, comme témoignage de l'oppression soufferte par ces peuples et en tant qu'engagement de mettre fin aux injustices systémiques. Alors, je vous donne encore le bienvenu. Et c'est notre premier webinaire en français. Merci Chloé de la belle introduction. Alors, SHE Pegasus, c'est un acronyme de la langue anglaise composé de Peace, Global Health et Sustainability, soit la paix, la santé mondiale et la durabilité. Notre objectif est de faire progresser la sensibilisation et la compréhension des problèmes de santé mondiale, des enjeux, au niveau local et international, sous l'angle de la paix et de la durabilité. Nous sommes très reconnaissants de l'opportunité de servir notre communauté et nous remercions nos donateurs de leur soutien continu, sans lesquels le programme d'aujourd'hui n'aurait pas eu lieu, dont l'Université Wilfrid Laurier, l'Université de Waterloo, le Conseil de recherche des sciences sociales et humaines et le IPPNW Canada. Le webinaire d'aujourd'hui est parmi de nombreux événements à sortir de la conférence Pegasus. Nos invités traiteront aujourd'hui, comme Chloé a dit, l'accès aux soins de santé des réfugiés et des demandeurs d'asile. Alors, nous encourageons votre participation. Alors, allumez votre micro et joignez-vous à la conversation.
Merci. Merci beaucoup, Joséphine. C'était une belle introduction à l'Institut et bien aussi au webinaire. Donc, en premier, nous avons Caroline Clavel, chargée de projet à CERDA, qui va nous introduire à son travail et bien à son organisme. Et voilà. Donc, merci, Caroline. Parfait, bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation et pour ce panel aujourd'hui. Alors moi aujourd'hui, je vais vous faire une petite introduction à l'accès aux soins de santé pour les personnes réfugiées et en demande d'asile au Québec. Donc, je vais vous faire un rapide aperçu du qu'est-ce que c'est le système de santé pour les personnes réfugiées et les personnes en demande d'asile au Québec. Puis je vais vous présenter le CERDA et ensuite je vous ferai un très rapide aperçu des potentiels défis et des barrières que rencontrent les réfugiés et les demandeurs d'asile au Québec pour accéder aux soins de santé. Et mes collègues panélistes ensuite pourront rentrer plus dans le détail du terrain. Alors, juste très rapidement, ce qui est important de comprendre pour comprendre l'accès aux soins de santé au Québec, il faut savoir que d'abord, il y a plusieurs voies d'obtention du statut de réfugié. Je vais passer assez rapidement dessus. Et je sais que le Pegasus Institute a déjà fait plusieurs webinaires là-dessus. Mais vous pouvez obtenir le statut de réfugié d'abord depuis l'étranger. Et les personnes qui obtiennent le statut de réfugié depuis l'étranger, donc ça peut être des camps de réfugiés ou de pays de transit, peuvent appliquer pour venir au Canada comme réfugiés. Et on va parler de réfugiés réinstallés. Elles peuvent venir au Canada via 2 programmes de réinstallation, soit les réfugiés pris en charge par l'État, ou le programme des réfugiés parrainés par le secteur privé. Dans les 2 cas, elles arrivent au Québec, au Canada, avec la résidence permanente et avec un soutien financier pendant 1 an. On peut aussi obtenir le statut de réfugié depuis le Canada, donc en arrivant soit par voie maritime, même si c'est assez rare, ou par voie terrestre ou par voie aérienne. Et donc, à partir du Canada, on peut faire une demande du statut de réfugié. Et à ce moment-là, le temps d'avoir l'audience, qui peut prendre 2 à 3 ans en ce moment, on a ce qu'on appelle un statut temporaire. Donc, dépendamment de vos 2 statuts, vous avez une couverture médicale qui est différente, notamment au Québec. Donc, si vous êtes réfugié réinstallé, donc la première colonne du tableau, donc vous arrivez au Québec, vous êtes pris en charge par un organisme communautaire ou par votre parrain privé et vous avez accès 10 jours après votre arrivée à une évaluation de votre bien-être et de votre état de santé physique. Et cette évaluation, elle est faite en 2 temps, une première fois au bout de 10 jours et une autre après 30 jours. Et elle est faite par 14 équipes. Donc ces 14 équipes, elles ont été mandatées par le ministère de la Santé au Québec. Donc on est assez chanceux d'avoir ce système-là au Québec parce que c'est 14 équipes qui forment vraiment un réseau. Et donc c'est elles qui font l'évaluation des réfugiés réinstallés quand ils arrivent au Québec. Les réfugiés réinstallés, ils ont accès à la RAMQ, qui est la couverture provinciale québécoise, et ils ont accès au PFSI, donc qui est une couverture fédérale dont je vais vous parler un petit peu plus après. Les demandeurs d'asile, ils n'ont pas accès à l'évaluation du bien-être par les 14 équipes. Ils ont accès au PFSI seulement, donc pas à la RAMQ, et ils ont accès à certains services du PRIDA, le PRIDA étant le programme régional d'accueil et d'intégration des demandeurs d'asile, qui est un programme également financé par le ministère de la Santé et des Services sociaux et qui s'occupe d'accompagner les demandeurs d'asile à leur arrivée, que ce soit dans les soins de santé, mais aussi dans leur démarche d'immigration. Alors, les 14 équipes dont je vous parlais, ce sont celles-ci. Elles sont réparties un petit peu partout au Québec. Comme je vous le disais, elles forment un réseau. C'est assez spécifique au Québec. Je ne pense pas que ça se retrouve ailleurs dans d'autres provinces au Canada. Elles sont vraiment intégrées dans la structure gouvernementale. Donc, elles reçoivent des guidelines, des directives par le gouvernement pour accueillir les réfugiés réinstallés en termes de santé. Donc, ces guidelines, elles ont été créées en 2012, revisitées en 2018 et elles ont vraiment pour objectif de faire une évaluation de la santé physique, du bien-être pour pouvoir ensuite permettre aux réfugiés réinstallés de permettre en fait aux 14 équipes de faire des références pour les réfugiés réinstallés. Donc, elles font une évaluation de leurs besoins et ensuite, elles les réfèrent vers les services de santé généraux. Ça s'appelle passerelle vers un avenir en santé. Donc, c'est vraiment pour que cette évaluation serve de passerelle ensuite vers le réseau de la santé. L'évaluation, comme je vous le disais, c'est 10 jours après l'arrivée. On fait d'abord une analyse des besoins de base en santé physique et du bien-être.
30 jours après la première rencontre, il y a une évaluation du bien-être de la santé physique. Et ensuite, on redirige vers les services généraux, sachant que les 14 équipes, elles sont constituées de médecins, travailleuses sociales, infirmières. Certaines ont des nutritionnistes. Les équipes varient selon leur direction, on va dire, parce qu'elles peuvent recevoir des financements différents. Mais ça, c'est pour les réfugiés réinstallés, c'est leur couverture santé. Ensuite, il y a le PFSI ou IFHP en anglais. Alors, c'est pour les demandeurs d'asile, mais aussi pour les réfugiés. Mais qu'est-ce que c'est le PFSI? C'est une couverture médicale qui couvre 1, les soins médicaux, 2, les médicaments, 3, des services supplémentaires, et ça peut inclure dedans certains services dentaires. Ça peut donner accès à certains services aussi en psychothérapie, par exemple, parmi d'autres. Alors, qui peut bénéficier du PFSI? Je vous le disais, les personnes en demande d'asile, elles peuvent en bénéficier jusqu'à 90 jours après l'obtention de leur statut ou jusqu'à leur date de renvoi. Et aussi les personnes réfugiées. Donc, les personnes réfugiées, comme elles ont la couverture provinciale, la RAMQ, elles n'ont pas les soins médicaux inclus dedans. Par contre, elles ont accès aux médicaments et également aux services supplémentaires, et ce pendant 1 an. Alors, le CERDA dans tout ça, c'est important, je vous présente avant pour bien comprendre qu'est-ce que fait le CERDA là-dedans. Le CERDA, c'est le centre d'expertise sur le bien-être et l'état de santé physique des réfugiés et des demandeurs d'asile. On est une entité en fait créée par le ministère de la Santé et des Services sociaux, donc on est gouvernemental. Puis on a été créé en 2015. Et pourquoi on a été créé? On a été créé d'abord pour soutenir les 14 équipes dont je vous parlais, qui ont été mandatées pour faire l'évaluation du bien-être. Donc on doit les soutenir dans leur quotidien. On a aussi comme mandat de participer à l'élaboration de recommandations fondées sur les meilleures pratiques. Donc on fait des recommandations auprès du ministère de la Santé sur comment essayer d'améliorer l'accueil des réfugiés et des demandeurs d'asile en termes de santé. Et on essaie de contribuer au rayonnement de l'expertise québécoise relative aux personnes réfugiées. Donc, comment ça se concrétise à chaque jour? On a 4 axes, des actions qui sont sur 4 axes stratégiques. D'abord, la connexion des acteurs. On cherche vraiment à favoriser les échanges entre les différents acteurs de terrain, ceux du réseau de la santé, mais également on essaye de plus en plus avec des organismes communautaires. On fait de l'orientation des pratiques, donc comme je vous le disais, on fait des recommandations, mais on essaie aussi de créer des outils. J'ai quelques exemples d'outils dont je pourrais vous parler, mais par exemple, on a créé toute une trousse d'outils pour accompagner les intervenants qui travaillent auprès des demandeurs d'asile. Et dans cette trousse d'outils, il y a un guide, il y a 7 capsules vidéo d'experts, et il y a également des fiches synthèses en 4 langues, arabe, espagnol, français, anglais, qu'on peut donner aux demandeurs d'asile, qui résument tous les, si vous voulez, les ressources auxquelles ils peuvent avoir accès. Et donc, dans ce guide, ça retrace un petit peu quels sont les enjeux de santé que vous pourrez rencontrer en tant qu'intervenant quand vous travaillez avec des demandeurs d'asile, etc. Transfert de connaissances, c'est un peu notre vitrine, c'est ce que vous allez voir le plus de nous. On fait énormément de webinaires, on fait des fiches synthèses, des fiches infographies, d'articles scientifiques pour les intervenants, pour essayer. Je sais que les intervenants n'ont pas toujours le temps de lire les articles scientifiques dans leur quotidien, donc on essaie vraiment de vulgariser ça au maximum. On fait des BD aussi, on en a fait beaucoup pendant la pandémie, en 9 langues pour les réfugiés et les demandeurs d'asile, donc on fait beaucoup de matériel. Et puis, production et soutien des savoirs, donc on essaie de contribuer au développement des savoirs. On fait à travers des bourses, on a des bourses pour les étudiants et pour les professionnels aussi. On fait quelques petites revues de littérature, donc on essaie de booster les savoirs sur les réfugiés et les demandeurs d'asile. Les défis d'accès aux soins de santé, moi je vais vous faire un aperçu assez rapide. Ils sont assez grands pour les défis d'accès aux soins de santé pour les réfugiés et les demandeurs d'asile. Je vais essentiellement aujourd'hui vous parler des défis structurels. Il y en a d'autres, mais les défis structurels, d'abord la barrière de la langue. Énormément de documents sont en français ou en anglais. Le PFSI est très peu connu des personnes réfugiées ou même des personnes en demande d'asile. En tout cas, on a fait plusieurs groupes de discussion auprès de demandeurs d'asile ou de réfugiés. Puis c'est ce qui ressort, c'est qu'ils ont pris connaissance du PFSI parfois 6 mois après leur arrivée. Ils n'étaient pas au courant qu'ils y avaient accès, entre autres parce que beaucoup de documents sont en anglais ou en français. Puis la barrière de la langue, ça peut entraîner aussi de la part des intervenants parfois de mauvais diagnostics ou de la difficulté à comprendre les symptômes de la personne que vous allez rencontrer. Également, il y a certains défis à travailler avec des interprètes, dépendamment si vous avez accès à des interprètes formels ou si vous n'avez accès qu'à des interprètes informels, les interprètes informels étant parfois les enfants, le conjoint, un ami. Ça peut représenter des défis. Le manque de temps aussi.
quand les intervenants reçoivent des personnes réfugiées ou des personnes en demande d'asile, ben, parfois, ça nécessite de prendre un peu plus de temps, notamment pour la barrière de la langue, mais aussi parce que c'est des personnes qui arrivent dans un environnement complètement nouveau, avec un système qui fonctionne, qui est très différent parfois de ce qu'elles ont connu. Système de santé, on ne va pas se le cacher, il est assez complexe. Je pense que même pour certains professionnels de santé, ce n'est pas toujours simple de toujours bien comprendre qui est qui. Donc, c'est important de prendre le temps, et il y a un manque de temps pour les professionnels de santé, notamment, et prendre le temps d'écouter et d'expliquer le déroulement de la rencontre et ce qui est mis en place. Le manque, il peut y avoir aussi dans le système de santé un certain parfois manque de sensibilité ou manque de connaissance aux réalités des personnes réfugiées. Il y a un manque de formation assez criant, que ce soit dans n'importe quelle formation des professionnels de la santé. C'est rarement aborder les spécificités des personnes réfugiées ou en demande d'asile, voire même parfois les spécificités des personnes migrantes. Il peut y avoir de la discrimination au sein des services de santé, donc ça représente aussi des barrières d'accès aux soins. Puis il y a un certain isolement aussi des professionnels. Comme je vous le dis, tout le monde n'est pas forcément toujours formé, puis ça demande des réseaux pour que les gens puissent communiquer sur OK, c'est quoi tes astuces, tes cues pour travailler auprès des réfugiés. Donc, il y a un certain isolement des professionnels aussi. Puis dans les défis, les ressources externes sont saturées. Je vous ai présenté les 14 équipes pour les réfugiés réinstallés. C'est beau sur papier, c'est chouette. On se dit, il y a un réseau, super. Ensuite, elles peuvent faire des références vers des services de santé généraux, mais la réalité, c'est qu'en fait, les services de santé généraux sont saturés. Il y a de grandes difficultés de suivi. Parfois, oui, ils font des références vers des spécialistes ou quoi, mais reste qu'une fois que les références sont faites, les personnes réfugiées en demande d'asile, elles se retrouvent un peu lancées dans le service de santé général, mais parfois, les gens ne peuvent pas les voir avant plusieurs mois. Enfin, les ressources externes sont saturées. Le manque de connaissances du PFSI, je vous le disais, le manque de connaissances du PFSI, bon, certes, de la part des réfugiés, des demandeurs d'asile, mais il y a un manque de connaissances énorme dans le service de santé lui-même, un manque de connaissances de qu'est-ce que le PFSI, qu'est-ce qu'il contient, comment il fonctionne. On voit beaucoup de personnes en demande d'asile qui nous disent qu'elles sont allées à l'hôpital, puis la réceptionniste, elle ne connaissait pas du tout le PFSI, elle ne savait pas ce que c'était, donc elles leur ont tendu une facture, puis on leur demande de payer la facture. Et il faut savoir que si la personne en demande d'asile paye la facture, après, elle ne peut plus se faire rembourser. Bref, c'est très complexe. Les professionnels de la santé ne savent pas toujours qu'ils doivent s'inscrire auprès de Croix Bleue Médavie, Croix Bleue Médavie étant l'assurance qui fait l'intermédiaire avec le fédéral pour les remboursements. C'est assez complexe. Il y a une énorme méconnaissance de la part des professionnels de la santé au sein sur ce qu'est le PFSI. Il y a un manque de communication aussi là-dessus. Voilà, ça, c'est les grands défis, je vous dirais, de manière générale, qu'on va pouvoir rencontrer. Je ne sais pas s'il me reste un petit peu de temps ou pas. Je ne sais pas si on peut me dire s'il me reste quelques minutes rapidement. Je vérifie le temps. Quelques minutes, mais pas plus de quelques minutes. OK, mais ça va être vraiment rapide. Je veux juste vous présenter l'outil dont je vous parlais. Ça, c'est notre site Internet. Je vous invite à vous y référer. Pour l'instant, c'est tout en français. Mais on travaille à le traduire, mais il y a énormément de ressources dessus. Il y a tous nos webinaires. On essaie de réunir également toutes les ressources d'autres organismes sur notre site, donc je vous invite à aller le voir. Ça, c'est l'outil dont je vous parlais tout à l'heure pour soutenir l'intervention auprès de demandeurs d'asile. C'est tout sur notre site. Vous avez un guide, les capsules et les fiches synthèse. Vous allez retrouver des webinaires, des fiches synthèse infographie, puis également des BD, formations en ligne, etc. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Caroline. C'était vraiment une belle présentation, une belle introduction à notre discussion aujourd'hui. Prochain, on a Dr. Juan Carlos Sherguin. J'espère encore que je prononce votre nom de la bonne façon, qui est médecin de famille au CLSC Park Extension et puis l'Université McGill aussi. Donc, bienvenue, Dr. Sherguin, et je vous laisse la parole et l'opportunité de partager votre écran si vous voulez. Oui, bonjour. Est-ce que vous me voyez? Ah, OK, excellent. Et vous m'entendez bien? Absolument. OK, bonjour. Merci pour l'invitation. Alors, je sais que je vais faire une partie ou la plus grande partie de mes quelques minutes en français, puis je vais glisser quelques phrases en anglais pour résumer. C'est un peu difficile de savoir où commencer parce que c'est un grand sujet complexe, comme on vient de l'entendre.
j'ai décidé de juste vous donner un peu un itinéraire ou quelque chose qui s'est passé dans le temps pour moi dans ma relation avec les demandeurs d'asile. J'ai commencé à travailler dans le CLSC, qui est un centre de santé communautaire, dans le quartier de Parc Extension en 2002. Personne m'a orienté à qui était un demandeur d'asile. Donc, j'ai commencé à rencontrer des gens qui n'avaient pas une carte maladie. Dans ce temps-là, le CLSC avait l'organisation pour facturer la Croix-Bleue, non, ce n'était même pas la Croix-Bleue dans ce temps-là, c'était le Interim Federal Health Plan, le PFSI. Alors, l'organisation du CLSC facturait pour la visite du demandeur d'asile et moi, comme médecin, j'étais sur un mode de rémunération qui me payait à l'heure. Alors, pour moi, ce n'était pas une grande différence, sauf que j'ai commencé à voir que beaucoup de ces demandeurs d'asile avaient des barrières linguistiques et beaucoup de problèmes type socio-légal qui étaient des nouvelles choses pour moi à apprendre. En 2005, le CLSC a cessé d'exister comme il l'était avant. On a été fusionné avec 2 autres CLSC dans un nouveau système qui était le Centre de santé et services sociaux. C'était intéressant parce que là, on avait des contacts plus étroits avec d'autres collègues, d'autres médecins, mais malheureusement, le centre de santé a perdu quelques équipes comme des travailleurs de la communauté localement à Parc Extension. Des équipes ont été éliminées, détruites, et parfois les ressources ont été comme recentralisées dans d'autres places. Pour les demandeurs d'asile, est-ce que ce changement a eu un gros impact? Difficile à dire, mais je pourrais au moins dire que ça n'a pas amélioré l'accès aux soins en devenant une plus grande institution. En 2010-2011, le gouvernement fédéral a essayé de détruire le PFSI, tout le programme de services aux demandeurs d'asile. Et il y a eu, à travers le pays, beaucoup de résistance. Il y a eu comme une révolte et je crois que ça, on devrait tous être fiers pour ça. Quand même, le gouvernement fédéral a essayé de dire que le seul soin qu'un demandeur d'asile peut recevoir, c'est s'il représente un danger pour le public, comme par exemple une infection contagieuse comme la tuberculose, ou si la personne voulait faire du mal à quelqu'un d'autre, comme être homicidaire. Si la personne était suicidaire, si la personne avait de la schizophrénie, le diabète mal contrôlé, un asthme décompensé pour un enfant, le gouvernement fédéral, la réponse était « allez-vous chercher de l'assurance privée » et c'est tout. Heureusement, ce gouvernement a perdu et le gouvernement libéral a pris la place et le programme PFSI est revenu plus ou moins dans le même état qu'il était avant. En 2010 aussi, notre système de organisation des soins donnés par des médecins a été refait dans le modèle actuel qui est le GMF, le groupe de médecine familiale, qui se base sur l'inscription des patients à un groupe de médecins. Pour être vraiment techniquement inscrit, vous devriez avoir la résidence permanente. Ça veut dire que vous devez avoir la carte maladie. Alors, techniquement, un demandeur d'asile ne pourrait pas vraiment être inscrit dans un GMF, un groupe de médecine familiale. Le GMF apporte beaucoup de bénéfices au groupe des médecins, mais je crois que ça a imposé une autre barrière aux demandeurs d'asile dans le quartier de Parc Extension pour se trouver un médecin de famille et juste pour avoir accès à un médecin. Maintenant, comme on est un groupe de médecins qui travaille dans un CLSC, qui est un système de santé payé publiquement, au moins le demandeur d'asile de notre quartier a accès à tous les services d'un CLSC, donc accès aux infirmières, aux travailleurs sociaux, alors beaucoup de services. Mais les demandeurs d'asile de mon quartier, et je parle que pour mon quartier, ils vont toujours demander pour un médecin de famille en première place. Alors, à l'accueil, ils vont se faire refuser accès parce qu'on n'en a pas des médecins de famille disponibles pour eux. En 2016, il y a eu une autre réorganisation du système
Et le C3S de la montagne, qui était notre grande unité de 3 CLSC avec un directeur, est devenu le CIUS, le Centre intégré Université de soins et services santé Centre-Ouest. Alors, encore un autre acronyme impossible à se souvenir et des services qui ne s'amélioraient pas pour les demandeurs d'asile. Malgré que probablement il y a eu beaucoup des bonnes choses qui sont sorties de cette réorganisation. Par exemple, CERDA et Sherpa et Praida ont pu être plus en contact avec nous. Alors, peut-être les liens de communication s'amélioraient à cause de cette réorganisation, mais pour les services aux demandeurs d'asile individuellement, ça n'a pas amélioré les choses. En 2018, octobre, notre GMF a officiellement décidé on ne peut plus prendre des nouveaux patients, on est saturé, donc on ne prenait plus des nouveaux patients, qu'ils soient avec résidence permanente et la RAMQ, couverture, ou qu'ils soient de demandeurs d'asile sous PFSI. Donc, il n'y avait plus d'accès à notre clinique sans rendez-vous et les demandeurs d'asile devaient aller se trouver une place ailleurs pour voir un médecin. Et j'ai commencé une clinique de dépistage en juillet 2018, avant qu'on décide de fermer notre clinique sans rendez-vous. Mais c'est vraiment une petite clinique juste dirigée par moi, donc ce n'est pas soutenable. Et le modèle était intéressant, mais je suis toute l'équipe. Je suis le directeur, le médecin, et il n'y a personne plus dans mon équipe, à part le CLSC et mes partenaires dans le système et dans la communauté. So I just wanted to quickly say in English that it's difficult to present this topic. So I chose basically to give an itinerary or a schedule of what happened to me in the last couple of years working in Community Health Center or CLSC, which then transformed itself into larger and larger health units as the system was going through different reforms, structural reforms. And these structural reforms didn't necessarily improve access to healthcare for asylum seekers. The program that was intended for asylum seekers was even threatened with closure in 2010, 2011 by the Harper federal government. But fortunately, that was reversed, and the interim federal health plan is still effective. The structural changes that I see in Montreal have continued, some with some positive effects and some with worse negative effects, such as our family medicine group or GMF model, which can easily be saturated in terms of taking new patients. And then there is no more access to family doctors by asylum seekers in our neighborhood. And so this led to me opening a screening clinic for asylum seekers in my CLSC. But it's very difficult to run, and it's not a sustainable model. And besides another private clinic in the area that sees asylum seekers, we have very few clinics where the asylum seekers can go. So that's it. Thank you. Thank you. Merci, Dr. Chagouin. Encore une fois, c'était une très bonne présentation et ça va être une vraiment belle discussion, je pense, quand on a terminé toutes les présentations, d'avoir toutes les questions et puis tous les échanges entre les participants et puis les panélistes aussi. Super intéressant. Et donc, je vous présente prochainement Caroline Blais, intervenante sociale avec Médecins du Monde. Je vous laisse la parole, Caroline. Oui, bonjour. Je vais essayer de partager mon écran. Donc, alors oui, moi je suis intervenante sociale à la clinique, en fait, pour personnes migrantes à statut précaire à Médecins du Monde. Médecins du Monde Canada fait partie, en fait, d'un réseau international. Il y a 16 délégations à travers le monde et chaque délégation a des activités nationales et internationales. Donc, au niveau du Canada, au niveau des activités nationales, on a la clinique mobile qui est vraiment des interventions de proximité avec des infirmières qui sont aussi accompagnées par le projet des navigateurs autochtones, projet de père aidant en réduction des méfaits. Il y a la clinique pour personnes migrantes à statut précaire de Médecins du Monde et le service de soutien psychologique. Donc,
la clinique de Médecins du Monde, c'est vraiment une clinique comme on les connaît, une clinique sans rendez-vous. Les personnes qui sont rémunérées, donc qui sont employées de Médecins du Monde, sont les infirmières et les intervenantes sociales, travailleuses sociales. Puis, on travaille avec près de 300 bénévoles, dont l'ensemble de nos médecins, comme Dr. Shewing, qui s'impliquent à la clinique bénévolement. Mais on a d'autres professionnels de la santé, comme par exemple des pharmaciens, des nutritionnistes, et les personnes qui sont à l'accueil, au triage de la clinique sont des bénévoles. La clinique existe depuis 2011. On développe aussi énormément de partenariats avec d'autres cliniques du réseau de la santé parce que, bien entendu, nos services sont extrêmement limités. Alors, pour arriver à vraiment donner des soins qui sont plus complets, on ne fonctionne pas sans les partenariats. Mais bien entendu aussi, on travaille énormément en plaidoyer pour s'assurer aussi de la responsabilisation de l'État par rapport à fournir les soins de santé dont les gens ont besoin, toutes les personnes étant sur le territoire puis étant présentement exclues du réseau de la santé. Donc, c'est qui les personnes, en fait, qu'on voit à Médecins du Monde? Peut-être pour faire un pont avec justement le sujet d'aujourd'hui, qui sont la réalité et les difficultés d'accès pour les personnes réfugiées et demandeurs d'asile. À Médecins du Monde, on ne voit pas, en fait, normalement, les demandeurs d'asile ni les personnes réfugiées, car on voit des personnes qui n'ont pas accès à des couvertures médicales. Donc, qui n'ont pas accès à la RAMQ ni au PFSI. Alors, quand on parle de ces personnes-là, de qui on parle principalement 43%, ce sont des personnes qui sont titulaires d'un permis de séjour temporaire. Donc, ça peut être des personnes avec un visa d'études, des personnes qui ont un permis de travail ouvert ou un permis de travail fermé de moins de 6 mois, des personnes avec un visa visiteur, mais qui n'ont pas, on ne voit pas les personnes touristes, mais on voit des personnes avec visa visiteur avec un plan d'établissement. Et 41% des gens qu'on voit sont des personnes sans statut. Dans le parcours des personnes sans statut, dans un parcours migratoire, énormément de personnes sans statut qu'on voit sont des personnes qui ont demandé l'asile et qui ont été déboutées du droit d'asile, puis qui ont eu une date de renvoi qu'ils n'ont pas respectée. Donc, c'est pour ça que le PFSI n'est plus valide. Parfois, on va voir des demandeurs d'asile déboutés qui viennent d'un pays où il y a un moratoire contre les renvois et dont le PFSI s'est arrêté, mais on va pouvoir les accompagner à se réinscrire au PFSI. Et si vous regardez dans la diapositive, on voit aussi citoyens, 10%. Citoyens canadiens, c'est en fait des enfants qui sont nés au Canada, dont les parents n'ont pas accès à une couverture médicale. Donc, ces enfants-là n'auront pas accès à la RAMQ. On voit aussi, par contre, des enfants citoyens canadiens de parents demandeurs d'asile, mais puis Caroline l'a très bien expliqué, toutes les difficultés d'accès à l'information, notamment à cause de la langue, mais aussi juste simplement à cause de l'accès à l'information. Des fois, les gens, d'une part, sont demandeurs d'asile, mais ne sont pas au courant qu'ils ont une couverture médicale par le PFSI. Mais il y a des parents aussi demandeurs d'asile, dont l'enfant est citoyen canadien, qui n'étaient pas au courant que leur enfant peut s'inscrire à la RAMQ. Donc, c'est des situations qu'on voit. Parmi les personnes qu'on voit aussi sont dans du travail précaire ou n'ont pas de source de revenus. Donc, 82% sont sous le seuil de la pauvreté. Beaucoup d'insécurité alimentaire, beaucoup de difficultés d'accès au logement. Donc, tout ça nécessairement a un impact sur les conditions de santé qui touchent les gens qu'on voit à la clinique. Je ne vais pas aller trop en détail parce que je veux vraiment laisser la place à la dernière personne qui doit parler, à Justin. Mais quand même, les défis rencontrés, d'une part, comme intervenante sociale, les défis rencontrés qu'on voit, c'est que la majeure partie des personnes avec qui on travaille
n'ont aucun accès aux programmes sociaux et programmes gouvernementaux. Donc, quand on travaille en accompagnement social, on est extrêmement limité dans le référencement vers des programmes ou des services qui vont servir à créer un filet de sécurité. Donc, on est toujours dans la créativité pour créer des ponts vers des nouvelles ressources, mais aussi beaucoup dans le plaidoyer pour permettre des accès ou la création d'un nouveau corridor de services. Les obstacles à la santé, c'est intéressant de voir que, bon, pour les personnes sans statut ou à statut précaire, les obstacles à la santé qu'on a nommés précédemment pour les personnes réfugiées ou demandeurs d'asile, ben, c'est exactement les mêmes qu'on va retrouver pour les personnes demandeurs d'asile. Par contre, il y a des obstacles beaucoup plus spécifiques du fait que la personne est en situation irrégulière. Donc, premièrement, il y a toute la question de la facturation, le frais des soins et la surfacturation des soins. Donc, il y a du stress et de la peur pour les personnes lorsqu'il faut faire un référencement vers, par exemple, les hôpitaux, à aller vers l'hôpital ou à aller vers une clinique dans le réseau, parce que la personne sait que les soins vont lui être facturés puis qu'elle ne pourra pas porter cette facture-là. Elle n'aura pas les moyens de la payer. Donc, oui, on peut négocier des plans de paiement, etc., mais ça veut dire de traîner une dette qui te met encore plus à la gorge que la situation dans laquelle tu es déjà. Et parfois, la personne, si elle n'est pas dans une situation vraiment d'urgence où il y a vraiment une menace pour sa vie, ben elle risque aussi de peut-être se faire refuser l'accès aux soins dont elle a besoin en arrivant à l'hôpital. Comme par exemple, ça se peut qu'à l'hôpital, on l'envoie directement à la comptabilité avant même de pouvoir faire l'admission. Puis là, qu'à la comptabilité, on lui demande de payer un certain montant, etc. Ça se peut parfois que les médecins demandent d'être payés à l'avance. Donc, tout ça ajoute énormément de stress et de peur. Et une des autres choses qui ajoute énormément de stress et de peur, c'est que pour une personne sans statut, le risque zéro d'une dénonciation, d'une arrestation, d'une détention et d'une déportation n'existe pas. On ne peut jamais s'assurer, malgré le secret professionnel avec lequel on doit travailler, on ne peut jamais s'assurer qu'une personne, de façon personnelle, fasse une dénonciation à l'immigration ou à l'Agence des services frontaliers. Mais on ne peut pas s'assurer non plus qu'une personne du système de la santé mal informée appelle à l'immigration pour, par exemple, recherche d'informations sur la situation migratoire de la personne et dénonce sans s'en rendre compte la personne en question. Donc, le stress et la peur des personnes est extrêmement élevé lorsqu'il faut faire un référencement vers le réseau. Puis la dernière chose, j'ai marqué internalisation des préjugés et des discours sur les personnes migrantes. C'est, si on parle de discrimination, il y a de la discrimination qui est vécue dans le réseau et cette discrimination-là, elle est encore plus grande quand une personne est en situation irrégulière parce qu'il y a tous les discours autour d'une personne illégale, d'une personne qui vient abuser du système, une personne qui ne devrait pas se retrouver sur le territoire. Et ces discriminations-là, nécessairement, sont internalisées par les personnes qui les vivent. Donc, ça crée aussi parfois une sensation qu'on n'a pas droit à avoir les soins dont on a besoin. On est en train d'abuser du système. Alors, il y a pas juste une méfiance, mais des fois même une honte à aller vers le réseau. Et finalement, des pistes de solutions en tant que futur professionnel de la santé, il y en a plein, mais j'ai essayé d'y aller comme de façon individuelle puis plus systémique. Mais bien entendu, de se sensibiliser, s'informer sur les réalités, oui, des personnes réfugiées, demandeuses d'asile, mais aussi personnes à statut précaire et particulièrement les personnes sans statut. Je crois que c'est essentiel afin principalement aussi de déconstruire nos propres mythes et préjugés et nos biais pour permettre vraiment un travail qui est empathique, sécuritaire pour la personne. Reconnaître l'apport des personnes migrantes à statut précaire pour nos communautés,
Puis encore là, on fait des ponts avec les personnes réfugiées, demanderesses d'asile. C'est toutes des personnes qui contribuent de différentes façons à nos collectivités. Puis c'est essentiel de reconnaître ça pour reconnaître l'humanité des personnes avec lesquelles on travaille. Si jamais vous êtes intéressé, on offre à Médecins du Monde une formation sur les statuts et l'accès aux soins. Fait qu'hésitez pas à nous contacter. Toujours continuer à travailler en collaboration les uns avec les autres, à développer des nouveaux partenariats. Et aussi, présentement, à Médecins du Monde, on a un plaidoyer pour une couverture médicale universelle. Alors, si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez nous ajouter sur Facebook ou Instagram pour être tenu au courant des prochaines mobilisations. Mais on croit fortement que l'accès pour tous à une couverture médicale aiderait grandement l'accès aux soins, à la santé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Caroline. Encore une très belle présentation. Pour terminer, on va avoir une dernière présentation de Justin Zihundula, qui est infirmier expert en soins d'urgence et services humanitaires et catastrophes, réfugiés habitant en Ontario. Je pense que sa présentation nous offrira vraiment une belle perspective sur ce qu'il a vécu lors de son travail bénévole et puis etc. avec Médecins sans frontières au Congo et d'autres expériences qu'il a eues. Et donc, je vous laisse la parole, Justin. Merci beaucoup. Oh, vous êtes en sourdine, Justin. Bonjour tout le monde, c'est Justin. Je suis Canadien d'origine congolaise. Je suis au Canada il y a déjà bientôt 10 ans. Je voudrais parler un peu de la situation des réfugiés installés au Canada, mais avant que je parle de cela, je voudrais qu'on ait quand même une minute de réflexion sur les vies humaines perdues au Congo pendant ces dernières années. C'est une grande préoccupation, surtout pour ceux qui font le travail humanitaire. Moi, je vous demande de garder une minute de silence avant qu'on puisse continuer. Merci. Merci de votre patience. Comme je disais, si vous pouvez mettre ma présentation sur l'écran, ça m'aiderait de garder le temps, je pense. Allez tout droit à la deuxième page, je pense ici, il n'y a pas grand-chose que je voudrais parler parce que c'est clair. Comme vous le savez, bon, il y a d'abord les grands problèmes de paix et d'insécurité en République démocratique du Congo, parce que je vais vraiment parler un peu sur la République démocratique du Congo, mon pays d'origine. Comme vous le savez tous, il y a déjà beaucoup d'années qu'il y a de guerres et d'insécurité en République démocratique du Congo, qui a déjà causé plus de 10 millions de personnes mortes en République démocratique du Congo. Et cela a créé l'objet d'immigration de Congolais presque partout dans les coins du monde. Partout, vous allez trouver qu'il y a des Congolais. Et cela ne se fait pas parce que les Congolais voudraient qu'ils puissent se retrouver dans tous ces pays là-bas, mais c'est parce qu'ils veulent quand même sauver leur vie, parce qu'il y a des situations très difficiles qu'on ne peut pas même tolérer. Parce que si vous voyez même la photo que j'ai postée ici, ça peut vous dire tout, parce que ça ne demande pas que je puisse donner beaucoup de détails, mais vous comprendrez que vous avez quand même vu cette photo où un bébé est en train de téter sa maman alors que sa maman n'est plus en vie. Ça, c'est vraiment quelque chose de
d'atroce qu'on ne peut pas vraiment tolérer. Cela, alors, toutes ces guerres et toutes ces insécurités ont fait que les Congolais puissent se retrouver presque partout au monde. Et parmi les gens qui qui traversent pour aller chercher d'asile sont les enfants et les femmes à majorité. Et ces femmes ou ces gens sont des personnes villageoises qui ne vivent que d'agriculture. Et quand ils se trouvent dans le deuxième pays, le pays d'asile, ils font des années là-bas et par après, les organisations telles que les HCR qui s'occupent du bien-être des réfugiés dans des pays d'asile, ils pensent à des solutions durables. Et quand on parle de solutions durables, il y en a 3. Et la première, ça a toujours été le rapatriement volontaire, le retour dans son pays d'origine, parce qu'on est toujours mieux que chez soi. Et parce que, comme vous le savez, il y a toujours des guerres qui continuent à ravager, surtout l'est du pays, ces gens ne peuvent pas rentrer dans leur pays. Maintenant, pour la deuxième solution qui est l'intégration, il y a aussi difficile parce que les pays qui hébergent les réfugiés n'ont pas de possibilité pour prendre d'autres personnes, pour naturaliser d'autres personnes dans leur pays. Alors, la troisième solution et la toute finale, c'est la réinstallation. C'est ainsi que vous allez voir, il y a beaucoup de personnes qui viennent de différents pays. Et maintenant, quand ces gens arrivent au Canada, je ne vais même pas parler beaucoup parce que vous savez que nous tous nous avons rencontré que parmi les défis, il y a les problèmes de langue, il y a des problèmes de communication. Et ces gens, quand ils ne peuvent pas parler la langue, alors ils ont difficile de toutes les façons à bénéficier des soins médicaux. Bien que c'est gratuit, mais ils ont toujours difficile parce que ce que j'ai remarqué personnellement, j'ai trouvé que les médecins, quand je suis arrivé ici, c'est le moment que j'ai compris quand on dit que le temps c'est de l'argent. Time is money. J'ai vite compris parce que les médecins chez nous, bon, ils peuvent même faire plus de 10 minutes pour consulter un patient. Mais ici, vous venez dans la salle de consultation, vous êtes préparé, vous savez déjà de quoi vous allez parler, et c'est un seul symptôme par visite. Vous ne pouvez pas aller par exemple, des douleurs gastriques pour parler, par exemple, des douleurs lombaires. Ça ne se fait pas. Vous allez parler d'un seul symptôme. Et cela, ces gens, ils ont difficile même, quand ils ont des problèmes de communication, ça devient vraiment très difficile, ils ne savent pas où commencer, et par après, ils perdent leur temps, et puis les médecins ont difficile à comprendre les problèmes qui les ont fait venir pour consulter. Et je vais vous donner par exemple un exemple, comme je le dis. Parce que vous personnellement, si vous pouvez vous retrouver dans un pays où vous ne pouvez pas parler la langue, et vous êtes obligé de vous présenter devant un médecin, et votre consultation s'est calculée pendant 3 minutes. Et vous allez vous imaginer la suite. C'est vraiment difficile, et à la fin de compte, les médecins, vous allez aussi vous poser des questions, quels seront les soins, la qualité des soins qui sera mis à la disposition de ces malades ou de ces patients. C'est ça le grand problème qui se passe. Alors, le médecin, parfois, il faut des diagnostics, il rate les diagnostics parce qu'ils n'ont pas compris le problème des malades. Bien qu'il y a beaucoup de procédures qu'on peut passer, il y a des radiographies, il y a des MRI et autres procédures, mais parfois, il y a risque toujours de rater des diagnostics. Parce que ça commence d'abord par la compréhension du problème avant qu'on passe à la deuxième étape. Et ça, c'est le problème que les réfugiés rencontrent ici. Et puis, pour la deuxième partie de ma présentation, je suis content qu'on a parlé, qu'il y a un extrait où on parle de la paix. La paix
ça serait la solution durable pour les réfugiés. Parce que s'il y a la paix, en tout cas, je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup de réfugiés qui pourraient venir ici. Et ceux-là qui pourraient venir ici, ils seront bien préparés parce que la majorité des réfugiés qui sont installés ne sont pas préparés à la réalité de la vie qu'ils vont rencontrer dans des pays où on les reçoit. Parce que moi-même, personnellement, quand je suis venu au Canada, je ne savais pas que je ne pourrais pas travailler au Canada dans mon domaine. Parce que je savais que l'expérience que j'ai, ce que je peux faire avec ma main, avec ma connaissance, je pensais que j'avais quand même la chance, j'avais de quoi donner au Canada. Mais quand je suis arrivé ici, j'ai rencontré que c'était automatiquement le contraire. Et cela, c'est pour toute personne qui est installée au Canada, quel que soit son niveau d'éducation, il n'y a pas de transfert des titres académiques au Canada. Et à la fin de compte, tout le monde se rencontre dans la manufacture. Ils sont obligés de faire la manufacture. C'est ça les problèmes très graves que j'ai rencontrés ici. Et pour en finir, je pense que nous tous, nous devons participer, nous devons continuer à réfléchir sur le problème de paix et de sécurité dans des pays où il n'y a pas de chance d'avoir la paix comme nous l'avons ici au Canada. Surtout plus précisément la République démocratique du Congo, où le pays qui a été, par exemple, l'objet de massacres. Quand j'ai parlé de 10 millions de personnes déjà tuées, je pense j'ai parlé du professeur Dr Justin Mudekereza. C'est un Congolais qui est en train de militer pour la paix durable. Et il a créé un mouvement qu'on appelle le mouvement... voyons voir, est-ce que vous pouvez ramener la première page? Il y a quelque chose que je voudrais dire à la première page là-bas. Ok, je parle de Justin Mudekereza. Il est témoin il témoigne sur les massacres qui répétaient au Congo et qui a fait déjà la perte de 10 millions de personnes. Il est le président national du mouvement d'opposition, du mouvement de lutte pour la démocratie et le vrai changement, le MDVC, mouvement d'opposition non parlementaire. Nous tous, nous devons nous coaliser pour penser à la paix durable au Congo. Cela pourrait prévenir l'immigration non préparée de personnes qui sont en train d'avoir des difficultés sur l'intégration au niveau du Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Justin. Encore une belle présentation qui nous donne une différente perspective. Je pense que nos 4 panélistes, ça nous donne vraiment une bonne base pour faire la communication de la discussion, pour vraiment commencer une belle discussion à l'accès de soins de santé. Donc, j'essaie juste de repartager mon écran pour les questions de discussion. Donc, c'est à ce moment que je vais ouvrir la table ronde aux participants. Donc, si les participants ils veulent si vous voulez lever vos mains, votre main ou en utilisant la fonction Raise Hand, si vous ouvrez la section participants, vous pouvez voir au box, ça dit Invite, Mute Me ou Raise Hand. Vous pouvez lever votre main comme ça. Ou vous pouvez indiquer vos questions dans le Q&A, la section Q&A en bas.
ou juste ouvrir vos micros pour poser vos questions et pour commencer la discussion. Donc, si vous me permettez, j'ai quelques questions de discussion à vous partager, mais on peut aussi commencer avec la question qui a été posée dans le Q&A de Christiane Larsen. Elle a posé la question, est-ce que le manque de temps sera lié au manque de ressources? Ça, c'était une question posée lors de la présentation de Caroline Clavel, la première présentation. Et puis, le docteur Shergwen a répondu que oui, il y a deux problèmes en soi, manque de temps et manque de ressources. Je ne sais pas si vous voulez continuer à en discuter un peu de ça, de vraiment alimenter la discussion sur ça, sur cette question. Sinon, on peut commencer la discussion avec les questions de discussion à l'écran. Je vous donne la parole à qui veut parler. Je vais juste renforcer, je suis d'accord avec la réponse du Dr Shergwen, c'est évidemment un manque de ressources, oui, un manque de temps, puis peut-être aussi parfois un manque de connaissances de certaines réalités des personnes immigrantes réfugiées ou en demande d'asile, du fait qu'il faille passer à travers l'explication quand même du processus, de qu'est-ce que ça va être la rencontre, où est-ce que ça va mener, ces explications-là, je pense que peut-être que parfois, quand on est né dans une société, quand on grandit dans une société, on tend peut-être à oublier ce qui nous paraît les basiques, en fait, aussi simple que comment fonctionne une pharmacie ou comment fonctionnent les prescriptions. Donc, juste savoir ça, mais évidemment que principalement, le manque de ressources joue énormément là-dedans. Puis se souvenir en tant que professionnel de la santé que, OK, moi, c'est évident comment fonctionne telle et telle chose, mais en fait, ça n'est pas pour tout le monde, puis il faut que je prenne le temps de l'expliquer. Moi, je pourrais ajouter aussi que le moment clinique et tous les travailleurs sociaux, infirmières, médecins, nutritionnistes, tous les professionnels de la santé vont comprendre la situation clinique dans laquelle on a un temps limite pour écouter le patient, décider c'est quoi le problème. Pour les médecins et les infirmières, ça peut aussi mener à un examen physique ou évaluation des signes vitaux ou quelque chose comme ça. Et ensuite, élaborer un plan. Mais souvent, on va oublier le patient. Et dans la formation qu'on essaye de faire pour beaucoup des professionnels de la santé, c'est d'avoir une approche transculturelle. Mais ce n'est pas quelque chose qui est fait de base dans nos facultés de médecine, par exemple. Alors, si on doit travailler avec un interprète, par exemple, ou si on parle avec un patient qui a plusieurs problèmes qui l'amènent dans une visite qui ne pourra pas durer plus que 30 minutes de toute façon, c'est vraiment comme une mission impossible de penser qu'on va pouvoir tout régler dans une visite. Alors, l'approche transculturelle, je pense que ça nous permet de dire qu'on doit essayer de comprendre c'est quoi la plainte du patient. Est-ce qu'il y a des composantes culturelles avec la plainte? Est-ce qu'il y a plusieurs facteurs qu'on ne pourra pas tout à fait identifier dans la première visite? Et ensuite, arriver à une négociation avec le patient en lui disant, bon, aujourd'hui, je ne pourrai pas répondre toutes vos questions, mais peut-être avec une autre visite, on pourra continuer la conversation, l'évaluation. Entre-temps, je pourrais vous envoyer pour voir d'autres partenaires dans la santé, peut-être une infirmière ou une travailleuse sociale. Et de cette façon, au suivi, il y aura plus d'informations et peut-être une meilleure façon de trouver des solutions pour le patient. Alors, c'est un processus clinique qui est souvent très complexe, surtout quand il s'agit d'une approche transculturelle. J'avais envie d'ajouter, je m'excuse, j'ai eu des problèmes avec mon micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui?
OK. En fait, c'est ça pour la question en lien avec le manque de ressources, la rapidité. Oui, certainement, il y a un manque de ressources, mais je pense aussi, l'autre chose qui est intéressante, puis c'est l'organisation des ressources. Puis dans la présentation de Dr. Sherwing sur justement toutes les modifications qu'il y a eu au CLSC à Parc Extension, il y a eu vraiment un changement au niveau du travail de proximité. Dans toute l'institutionnalisation des services, mais aussi vraiment beaucoup de changements sur l'accès aux services. De quelle façon tu as accès aux services? On parlait de moi, mon besoin, ce que je nomme, c'est j'ai besoin d'un médecin de famille. Mais fait que c'est ma porte d'entrée. Mais si là, la porte d'entrée, elle ne fonctionne plus de cette façon-là, comment on revient à travailler sur vraiment, c'est ça, l'accès aux services? Puis, dans l'organisation des soins, est-ce qu'on travaille maintenant beaucoup plus en silo avec chacun des spécialisations, ce qui nous amène à plus vraiment voir, à plus faire un travail en globalité. Puis, ça nous amène aussi à perdre ce travail-là de collaboration avec la personne qui est la principale intéressée, mais la spécialiste aussi là, de beaucoup d'aspects de sa vie. Là. Fait que, tu sais, de ramener ce travail-là de collaboration, moi, je pense que pour le préserver, puis même de préserver une approche transculturelle ou d'autres approches, tu sais, il y a à réfléchir sur l'organisation de nos organismes ou des services comme plus institutionnels qui vont favoriser aussi un travail, puis en travail social, mettons, un travail plus axé sur l'empowerment, justement, sur de l'accompagnement, puis justement de pouvoir mettre en place, on l'a vu dans chacune de nos présentations, toute l'importance de la langue, de la traduction, pour vraiment mettre en place quelque chose qui est fonctionnel, il nous faut du temps aussi. Mais ce n'est pas juste des ressources, c'est aussi l'organisation des ressources. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Je pense que c'est une bonne réponse à la question de Christiane. Je vous laisse, moi j'ai quelques questions, mais je laisse aux participants ou aux gagnants de poser des questions si vous en avez. Je vous laisse la parole. Et je pense que Justin peut répondre aussi de sa perspective quand il est venu et aussi les problèmes pour les réfugiés lui-même. Justin, est-ce que tu veux nous répondre? Vous êtes en sourdine, Justin. Donc, je disais que mon expérience personnelle en rapport avec cette question, le problème des temps, pour moi, je dirais que oui, c'est possible qu'il peut y en avoir, mais aussi, je sais que j'ai remarqué que c'est peut-être un peu différent de ma province où je suis arrivé. Lorsque je suis arrivé au Canada pour la première fois, de la façon, moi, je n'avais pas beaucoup de difficultés parce que je pourrais facilement prendre la responsabilité de m'exprimer, d'expliquer les problèmes de ma famille. Comme ça, il n'y avait pas beaucoup de problèmes. Mais pour ceux-là qui avaient vraiment des difficultés, par exemple des problèmes de barrières de langue, la première fois, quand ils se retrouvent à la clinique, c'était vraiment difficile. Bien qu'il y avait des interprètes, on avait encore la chance parce qu'il y avait des interprètes en cette période, mais c'est tout un nouveau monde, c'est avec une nouvelle culture. Il y avait beaucoup de difficultés de présenter même son problème. Quand il s'agissait de présenter son problème, santé, il y a eu toujours des difficultés et parfois les médecins n'avaient pas la chance de comprendre l'entièreté du problème. Et il faudrait qu'on fasse un autre rendez-vous pour qu'on puisse progressivement comprendre l'entièreté du problème. Mais après ça, quand cette période se termine, les problèmes,
par exemple, la période d'une année de prise en charge, alors la personne doit surtout prendre en charge quand il y a un problème de santé, doit s'exprimer personnellement. En ce temps-là, il n'y a plus d'interprète. Et c'est là que j'ai rencontré qu'il y a vraiment beaucoup de difficultés parce que j'ai vu, par exemple, dans notre communauté, il y a eu des pertes parce que les personnes n'étaient pas en mesure de s'exprimer et puis pour que les médecins de famille puissent comprendre le problème. Après, il y a des va-et-vient, par exemple, une fois ou 3 rendez-vous de suite et ils trouvent qu'il n'y a pas d'amélioration, ils se découragent et comme ils sont appelés à travailler, ils continuent à travailler et le problème est en train de s'aggraver et par après, ça devient une urgence et on rentre à l'hôpital quand c'est déjà trop tard. Ouais. C'est ça. Ouais. Le problème de temps ou de manque de temps, ça existe, mais parfois c'est parce qu'on n'a pas atteint ce qu'on s'attendait. Alors les gens parfois ils se découragent et disent oh j'y vais aujourd'hui, on me donne par exemple les mêmes médicaments, il n'y a pas d'amélioration, je rentre encore, c'est la même chose. Et cela parce que le médecin n'a pas bien compris le problème. C'est ce qui fait que les gens parfois ils se découragent, mais à la fin il y a des catastrophes qui surgissent. Ouais. Merci beaucoup, Justin. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres réponses à la question qui a déjà été posée? Je vois quelque chose dans le clavardage. Je vais juste... Christiane, est-ce que vous avez une question à poser? Oui, bonjour tout le monde. Pas une question, mais je voudrais faire un petit commentaire par rapport à toutes les réponses qui ont été apportées à ma question. Vraiment, merci beaucoup. Cette table ronde-là nous en apprend énormément sur la santé des réfugiés puis des personnes en demande d'asile au Canada. Je trouve que c'est très intéressant, très constructif les discussions. Je comprends que il y a l'un des enjeux majeurs que je retiens, c'est qu'il y a des difficultés liées à la barrière de la langue et qu'il y a des actions qui sont quand même développées pour ça. Mais l'autre question que je me pose, c'est il y a la barrière de la langue, mais je voudrais savoir est-ce qu'il y a des actions ou quelles sont les actions qui sont faites pour faire comprendre aux personnes dans ce groupe de population-là comment ça fonctionne le système de santé au Québec. Parce que si les gens s'attendent, par exemple, à rencontrer un médecin d'emblée, alors qu'ils peuvent rencontrer un infirmier qui va peut-être prendre un peu plus de temps pour les écouter puis comprendre le problème et mieux orienter, peut-être que ça vaut la peine. Donc, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a des actions qui sont faites pour faire comprendre aux gens comment fonctionne le système et comment ils peuvent avoir avantage du système pour leur santé? Merci. Si je peux commencer la réponse, puis après je laisserai peut-être les autres panélistes parler un peu plus de leur pratique sur le terrain. Mais au Québec, le PRIDA, donc le Programme régional d'accueil et d'intégration des demandeurs d'asile, financé par le ministère de la Santé, a fait comme action justement quand ils reçoivent des personnes en demande d'asile, d'expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Alors, ils les accompagnent dans leur demande d'immigration, mais aussi expliquer un peu, les personnes ils ont ce qu'ils appellent un accueil social, donc ils peuvent rencontrer par exemple une travailleuse sociale, qui c'est un peu ce qu'ils font aussi d'expliquer le système de santé, expliquer comment ça fonctionne. Je sais que je vous parlais des 14 équipes de santé des réfugiés tantôt qui accueillent les personnes réfugiées réinstallées. Ça fait partie de leurs actions aussi. Quand elles reçoivent les personnes, qu'elles font leur évaluation, elles expliquent un peu comment ça fonctionne, le fonctionnement de la pharmacie, etc. C'est sûr que j'imagine bien que tout ne peut pas être expliqué d'un coup. J'imagine aussi que c'est énormément d'informations pour la personne qui est
reçoit tout ça à enregistrer. C'est un système de santé qui est quand même assez complexe, savoir comment tout ça fonctionne. Donc, je sais que ça, c'est des choses qui peuvent être mises en place. Après, non, il n'y a pas de programme de formation, entre guillemets, à l'intention des demandeurs d'asile ou des personnes réfugiées, spécifiquement pour expliquer le système de santé. Je sais que certains organismes communautaires aussi qui accompagnent les réfugiés et les demandeurs d'asile expliquent. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est très individuel ou ça revient à certains organismes qui expliquent, mais il n'y a pas quelque chose d'organisé au niveau provincial pour vraiment expliquer ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la réponse, Caroline. Est-ce qu'il y a d'autres réponses à la question? Sinon, je vois quelque chose dans le chat de Neil qui propose que Catherine nous parle de quelque chose au niveau du clinique. Mais je vous laisse quelques secondes à donner des réponses à cette question avant qu'on move forward, comme on dit. Vas-y, Caroline, tu peux y aller. Ah, OK, j'attendais que vous... Merci. En fait, c'est juste pour compléter par rapport à ce que Christiane avançait. On peut peut-être, c'est vraiment pas une piste de solution très large, mais pendant la période de la COVID, il y a eu en fait différents groupes qui se sont réunis ensemble pour voir comment vraiment faire des ressources multilingues pour tout ce qui touchait la COVID, mais aussi pour l'accès au dépistage, aux soins qui étaient quand une personne est positive à la COVID. Donc, ça a été quand même un travail qui a été fait, qui a été traduit en plusieurs langues. Si vous allez sur Internet, vous prenez ressources multilingues COVID. Ça peut être un exemple intéressant pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi de fiches multilingues sur l'accès aux soins pour les demandeurs d'asile puis personnes réfugiées. Sinon aussi, ce que je voulais juste dire comme exemple, c'est nous à la clinique, quand on a des gens demandeurs d'asile qui ont une couverture médicale PFSI, mais qui se sont souvent fait refuser ou qui ont eu des problèmes en lien avec l'accès, on fait aussi des lettres de référence qui expliquent vraiment c'est quoi la couverture du PFSI, comment ça fonctionne, qui s'adressent au réseau. Fait que, mais quand on fait la lettre, bien entendu, on donne les ressources en même temps aux personnes pour leur expliquer à quoi elles ont droit. Fait que ça aussi, c'était un exemple. Mais le travail social peut être intéressant au niveau pivot dans les problématiques d'accès. Moi, je peux juste essayer de donner un exemple avec ce que j'ai vu à Parc Extension avec la population qui parle Punjabi. C'est des Indiens de l'Inde, du nord de l'Inde, de la province de Punjab. Alors, on vit des situations particulières à notre quartier et avec ce groupe, beaucoup d'eux qui demandent de l'asile au Canada. Il y a beaucoup de problématiques et dans les problèmes, il y a parfois des solutions. Alors, par exemple, comme a été décrit dans une émission Enquête le 11 février par le journaliste Romain Chuet, c'était le titre « La filière indienne ». Alors, il y a possiblement beaucoup d'immigration qui se fait globalement, des gens qui veulent quitter leur pays parce que les situations sont dangereuses à cause de guerres ou parce qu'il y a d'autres raisons socio-économiques, ils veulent partir dans un pays où il y a plus de sécurité. Peu importe la raison, ils quittent leur pays et ils arrivent au Canada. Dans cette population punjabi qui parle punjabi, beaucoup d'eux vont demander l'asile. Et ils vont suivre un réseau qui a été déjà planifié. Donc, ils vont arriver à l'aéroport, par exemple, et ensuite, ils vont aller directement dans le quartier de Parc Extension avec un groupe qui les dit où ils peuvent rester, qu'est-ce qu'ils doivent faire, comment ils vont avoir leur bien-être social, mais ils vont sauter l'étape par laquelle ils vont avoir les bonnes informations par un organisme reconnu comme le PRIDA, par exemple.
Alors, au lieu d'aller à PRIDA, ils vont avoir leurs informations de la communauté et il y a là un risque de victimisation, de fraude, de beaucoup de problèmes. Et c'est souvent dans ce réseau qu'ils vont se faire expliquer ce que vous devez faire, c'est aller à votre centre communautaire de santé et demander pour un médecin de famille, pour un family doctor. Comprenez que beaucoup de ces gens sont des humbles personnes agronomes, agriculteurs. Parfois, ils sont analphabètes dans leur propre langue. En Inde, la discipline de médecine familiale, ça n'existe pas. Alors, le mot « family doctor » n'est pas un mot qu'ils vont reconnaître. Mais j'ai vu beaucoup de personnes qui se présentent à notre centre de santé communautaire et qui posent la question « I want a family doctor, can you give me a family doctor ?» Alors, c'est certain qu'ils ont appris cette phrase et que, comme on l'a dit avant, ils ont pensé que c'était la seule façon d'avoir accès aux soins. Alors, quelles sont les solutions? Comme M. Zindoula le disait, idéalement, ça serait d'améliorer les conditions dans les pays d'origine pour que les gens ne décident pas de quitter leur pays. Ça serait la solution idéale, mais on ne peut pas trouver toujours les solutions. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui arrivent déjà à Montréal? C'est d'augmenter l'information. Alors, une solution, c'était que PRIDA nous a envoyé 2 travailleurs sociaux une fois par semaine au CLSC, à notre centre, pour qu'ils soient plus près de la communauté. Et notre prochain défi, c'est de sensibiliser les gens que maintenant, PRIDA a 2 travailleurs sociaux qui peuvent répondre à leurs questions. Ils doivent juste prendre rendez-vous. Là, il y a encore une petite barrière. Comment ils peuvent prendre rendez-vous? Est-ce qu'ils donnent leur accord pour être contactés par PRIDA pour ensuite établir un rendez-vous? Et là, ils commencent à avoir les bonnes informations. Le problème d'accès aux soins, c'est encore un grand défi parce qu'il faut leur expliquer que même si vous n'avez pas accès à un médecin de famille, vous pouvez quand même profiter des services du CLSC, de notre centre de santé. Et il y a aussi d'autres cliniques où ils peuvent aller. Donc, il y a les problématiques et il y a les solutions, mais on va les trouver étape par étape. Et bien sûr, encore, on ne va pas répondre à tous les problèmes tout de suite, mais ça va prendre beaucoup de temps. Et je crois que c'est là la collaboration entre les différents partenaires, CERDA, PRIDA, les services de CLSC et surtout les organismes communautaires, parce que les organismes communautaires font le travail de triage. Ils nous expliquent qu'il y a des problèmes sociaux ou des problèmes de sécurité alimentaire. Ils règlent ça, ou les problèmes de logement, ils règlent ça. Mais souvent, leur client a encore un problème de santé et c'est là qu'ils communiquent avec moi. Et puis, j'essaie de les inviter dans ma clinique de dépistage pour essayer de comprendre c'est quoi qu'ils veulent. Malheureusement, souvent, ils veulent juste avoir comme la sécurité de dire que moi, je suis leur médecin traitant pour toujours, au moins durant le temps qu'ils demandent qu'ils obtiennent la résidence permanente. Mais malheureusement, je ne peux pas offrir ça. Alors, j'offre au moins le dépistage clinique de conditions de santé communes, comme le diabète, la haute pression, des choses comme ça. Et je leur dis, malheureusement, vous allez rester avec les cliniques sans rendez-vous à Montréal et je leur fournis une liste où ils peuvent aller consulter de temps en temps pour des problèmes ponctuels. Mais au minimum, je vais essayer d'éliminer les conditions médicales chroniques comme le diabète, la haute pression, les cancers, l'anémie, etc. Alors, les patients, ils quittent pas trop satisfaits parce qu'ils voulaient que je devienne leur médecin de famille, mais au moins, ils quittent avec quelques informations et j'essaie aussi d'écrire toutes ces informations dans un sommaire que je leur remets à la main qui sert comme un passeport médical qu'ils vont utiliser comme un outil qu'ils vont montrer à d'autres intervenants de la santé pour expliquer qu'est-ce qui a déjà été fait, quelles ont été les prises de sang qui ont été faites, est-ce qu'il y a eu des problèmes identifiés, etc. Alors, pas tout à fait la solution que le demandeur d'asile cherchait, mais une partie de leurs questions a été répondue.
Si je peux faire du pouce aussi sur ce que vient de dire Dr. Sherwin, on travaille en ce moment au CERDA en partenariat avec le PRIDA pour créer du matériel informatif pour justement les 2 travailleurs sociaux qui viennent dans le CLVC par extension, avoir comme un flyer ou comme une infographie qui va être traduite en différentes langues, qui explique un peu qu'est-ce que fait le PRIDA, qui explique que le PRIDA aussi n'est pas le service d'immigration. Il y a beaucoup parfois de méfiance par rapport à aller dans les services de santé publics, gouvernementaux, parce qu'il y a une crainte aussi qu'il y ait un lien avec les services d'immigration. Donc, l'infographie va vraiment viser et va être traduite en différentes langues, dont Punjabi, Hindi et d'autres langues, pour justement ce travail de proximité. Le fait que le PRIDA se déplace maintenant là où sont les personnes concernées, c'est déjà une super avancée. En autre solution également, ça ne règle pas les enjeux dans le système de santé. Par contre, on travaille fort en ce moment pour essayer de mettre en place également des équipes qui pourront aussi faire le même travail que je vous parlais des 14 équipes qui font l'évaluation auprès des réfugiés réinstallés. On essaie de pousser pour que ça soit aussi le cas pour les demandeurs d'asile, pour qu'ils aient accès à cette évaluation. Alors, c'est sûr que ça ne règle pas les problèmes de santé. C'est sûr que ce n'est pas un suivi. Cela dit, ça permet déjà de rencontrer une équipe qui est spécialisée pour ça, à qui on a alloué du temps et de l'argent pour faire cette évaluation, puis qui pourrait au moins déjà les renseigner un petit peu plus sur qu'est-ce que c'est le système de santé, comment ça fonctionne, puis faire une évaluation globale de c'est quoi leur état de santé actuellement et pouvoir les référer ensuite vers les bons services. Ça aiderait déjà un peu plus. Ce n'est pas fait du tout, puis c'est vraiment en cours, mais ce serait une piste de solution. Puis le dernier point que je veux aborder, on disait informer plus. On fait un colloque les 27 et 28 avril prochains avec le Sherpa. Le Sherpa qui est le centre de recherche, l'institut de recherche mais, en interculturel qui est basé au CLSC par extension, comme nous, le CERDA d'ailleurs. Mais on fait donc un colloque 27 et 28 avril prochain sur l'accès aux soins de santé pour les migrants qui n'ont pas d'assurance provinciale. Donc, ça inclut les demandeurs d'asile et ça inclut les migrants à statut précaire. Donc, c'est un colloque qui est complètement bilingue. Donc, il y aura des interprètes, ça va être anglais-français. Si jamais vous voulez vous inscrire, vous voulez y participer ou faire suivre dans votre réseau, même en Ontario ou ailleurs, on a des intervenants du Québec, mais aussi de l'Ontario et aussi d'Europe qui vont parler. Puis à la fin de ce colloque, de ces 2 demi-journées, il va y avoir des ateliers pour discuter de qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer l'accès aux soins de santé. Médecins du Monde aussi, il fait partie des panélistes. C'est ça. Si vous voulez réfléchir avec d'autres professionnels de la santé, d'autres gens, puis proposer potentiellement des solutions, ça peut être un moyen parmi tant d'autres. Je vous mets le lien dans le chat. Oui, j'allais vous demander de faire ça. Merci beaucoup, Caroline. C'est un très bon partage. Donc, vu qu'on a juste quelques minutes, je voulais laisser la parole à Catherine pour juste nous mentionner quelques affaires que Neil avait mis dans le chat. Si Catherine veut ouvrir son micro et veut nous expliquer quelques défis dans leur clinique pour les réfugiés dans la région de Kitchener-Waterloo. Vas-y, Catherine. Alors, c'est ça. Je pense qu'on voulait juste partager un petit peu ce qu'on fait, nous, à la clinique, en regardant les services pour les interprètes. Alors, si on sait qu'on a les patients qui vont venir qui parlent plus arabique, on va essayer d'avoir un interprète en personne arabique pour la journée pour nous aider à bien rouler la clinique. Mais bien sûr, on a beaucoup d'autres langues. Alors, on utilise beaucoup les services sur le téléphone pour l'interprétation. Et puis ça aussi, on trouve que ça marche assez bien. Mais maintenant, ce qu'on essaie de faire, c'est de vraiment travailler avec les hôpitaux pour que les salles d'urgence commencent à utiliser les services pour interprétation au téléphone 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Alors, on commence à avoir des bons résultats avec des patients de nos cliniques qui vont à l'urgence, qui reviennent et qui sont capables de dire qu'ils ont eu une bonne communication avec les médecins qu'ils ont vus. Alors, c'est juste un des petits succès qu'on commence à avoir ici. Merci beaucoup, Catherine, pour le partage. C'est très intéressant. Et en passant, si vous voulez me contacter pour discuter plus des services de santé en français dans la région,
j'aimerais vous aider ou en parler, puisque je travaille dans ce domaine dans la région. Donc je peux vous partager mon courriel, mais je pense que ce serait une très belle conversation, une intéressante conversation. Pour mettre clôture à la discussion, malheureusement, il est 14h30, donc je ne veux pas vous garder trop longtemps. Et donc, je vais faire clôture de la discussion, mais je sais que si vous voulez rester pour quelques minutes, je vous laisse le faire, rester à la table. Mais pour fermer la discussion, je vous partage ici une note de remerciement. Donc, merci de nous avoir rejoints, de vous avoir rejoints nous aujourd'hui. C'est vraiment une belle conversation. Belle table ronde. J'aurais voulu avoir plus de temps, mais malheureusement, on n'a pas plus de temps aujourd'hui. Mais peut-être dans le futur, on peut avoir une deuxième discussion, une discussion de suivi d'une table ronde. Et donc, je vous mets ici le site web à l'écran, le site web de l'Institut Pégase français. On a sur notre site web maintenant la mission Vision en français et on espère en mettre plus sur l'Institut Pégase francophone dans le futur. Je vous mets aussi le lien dans le chat pour inscrire à notre prochain événement. Et donc l'événement, ça va être sur l'Afrique et les nouvelles pandémies. Donc, on a le docteur Cyril Kiongo. Il va nous expliquer un peu de ce qu'il a vécu lors de l'épidémie d'Ebola en 1995, les défis et les solutions potentielles. Et une petite comparaison avec la pandémie de COVID-19. Donc, ça va être vraiment une belle conversation aussi. Ça, c'est le 12 mai, entre midi et 15h, heure Toronto, donc heure Canada. Et on aura comme une discussion webinaire aussi, une présentation du Dr Kiongo et aussi une autre présentation d'un autre analyste qu'on organise en ce moment. Mais aussi, il va y avoir des ateliers pour en discuter des solutions et pour vraiment avoir de plus petites discussions en breakout rooms, comme on les appelle. Donc ça, je vous mets, comme vous le voyez ici, le lien dans le chat et aussi le QR code si vous voulez juste prendre une photo ou faire un scan avec votre caméra. Donc encore une fois, je vous remercie. Si vous voulez rester, moi je vais rester pendant quelques minutes pour discuter un peu plus, mais sinon, je vous laisse et je vous dis merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais parler un tout petit peu avec Caroline Claver pour un peu d'informations sur Médecins du Monde. Ah, c'est Caroline Blais. Ah, pour Médecins du Monde? Ouais. Oui, je vais... Sinon, nous vous remercions tous de vos contributions et nous continuons à croire qu'on va continuer la collaboration et nous allons vraiment avoir le temps ensemble et connaître plus en ce qui concerne la santé des réfugiés dans notre pays, le Canada. Mais aussi, je voudrais savoir au moins un tout petit peu parce que nous avons tous compris que la seule solution durable, c'est la paix dans les pays d'origine. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les stratégies auxquelles on peut s'attendre pour qu'il y ait vraiment la paix dans les pays, par exemple le Congo, parce que vraiment, c'est une grande préoccupation ce qui se passe au Congo pour le moment. Ouais, merci. Donc, Caroline, je ne sais pas si tu pourrais partager un lien ou quoi que ce soit pour la formation Médecins du Monde. Je pense que ça m'intéresserait aussi. Je ne sais pas si vous avez un lien ou quoi que ce soit, une affiche promotionnelle ou quelque chose. Je pense que ça serait super bien. Ou bien par courriel. Par courriel, ça pourrait marcher aussi. Je vais le partager par courriel, le lien. Puis je pense que... Est-ce que vous seriez en mesure de le partager Désolée, je ne peux pas vous entendre. Justin, est-ce que vous pouvez juste mettre votre micro? Merci.
Voilà. Parce que oui, je peux partager le lien. Je vais mettre tout de suite dans le chat le lien pour vers notre site web pour la clinique. Pour les formations, il faut vraiment communiquer avec la personne en charge, mais présentement, on est en train de finaliser notre programme de formation qui va être en ligne. Donc, vous allez pouvoir vous inscrire à la formation en ligne directement. Puis, c'est ça par la suite, la faire selon votre disponibilité. Avant, on faisait vraiment des formations sur place où on pouvait se déplacer, mais maintenant, avec la pandémie, on a essayé de développer vraiment une formule en ligne. Je vais tout de suite aller vous chercher le site. Puis, je ne sais pas, Justin, si votre question était plus en lien avec nos services ou en lien avec la clinique. Je vous invite à... vous pouvez me poser vos questions. Si vous aviez des questions spécifiques. Votre micro, il est fermé, par contre. La question était un peu privée, mais de toute façon, je pense que c'est un rapport avec votre branche internationale. Ah, OK. Si vous voulez, on peut... je vous enverrai le courriel. Vous pouvez soit m'écrire par courriel ou écrire au courriel général de Médecins du Monde. Peut-être ça peut être une façon que je réponde à vos questions. OK, d'accord, ça serait bien. Pour les projets internationaux, en ce moment, il y a le projet à Haïti qui est vraiment en cours. Puis on avait un projet en Colombie à la frontière du Venezuela. Puis là, je sais que je vais oublier d'autres projets. Je pense qu'il y avait un projet pas au Liban, mais je vais vous revenir avec ça. OK, d'accord. Je vais mettre tout de suite... Parce que, comme je disais, les grands problèmes majeurs, c'est les gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir beaucoup d'éducation au Canada. Ils ont difficile à trouver du travail et tout le monde on est flanqué dans un même panier, alors on a des difficultés. Hein, vous savez, bien qu'on a beaucoup d'expérience et qui peut vraiment être utile dans d'autres endroits, mais au Canada, nous n'avons pas vraiment beaucoup, nous n'avons pas assez à donner ici. Bien qu'on est vraiment animé d'un esprit humanitaire, mais on n'a pas vraiment beaucoup à faire ici. On a toujours besoin de donner les services là où on en a beaucoup plus, besoin plus. Merci. C'est très, très flagrant comment on voit ça à travers comment tous les types de statuts d'immigration, comme une personne qui est arrivée avec la résidence permanente, une personne qui est une personne demandeur d'asile, une personne qui a un visa temporaire, une personne dans plusieurs expériences et plusieurs personnes que j'ai croisées, me transmettent cette difficulté-là d'avoir accès à un emploi, mais aussi la difficulté de la reconnaissance, soit la reconnaissance des diplômes ou la reconnaissance vraiment des expériences de travail ou tout le potentiel que la personne peut apporter parce que ton expérience de travail est ailleurs, parce qu'il y a de la discrimination, parce qu'il y a vraiment plusieurs raisons qui expliquent ça. Puis je trouve que ce que vous amenez, Justin, c'est tellement important. Puis ça fait vraiment des liens aussi avec toutes les difficultés après au niveau matériel, mais qui ont des impacts après les conditions de santé. Parce que les conditions de travail dans lesquelles je dirais quasiment la totalité des personnes qui viennent à notre clinique, c'est du travail très précaire. C'est du travail où souvent les normes de sécurité ne sont pas respectées. Souvent, c'est du travail non déclaré, donc il n'y a pas de recours non fait. Et là, dans toute la période de la pandémie aussi, les conditions de travail ne sont pas sécuritaires pour protéger les travailleurs à cause de la pandémie. Comme travailleur, c'est très risqué aussi
de faire des demandes si tu n'as pas de permis de travail, parce que tu risques de perdre ton revenu. Si toi-même, tu as des symptômes, il faudrait que tu passes un test. Il y a un risque que tu perdes ton emploi. Tu n'es pas éligible non plus aux couvertures qui sont mises en place par le gouvernement. Mais peut-être une information intéressante, c'est en lien avec ça, le Centre des travailleurs immigrants et immigrantes ont en place maintenant un fonds économique pour les personnes qui doivent être en isolement parce qu'ils ont eu un diagnostic positif de COVID ou qui ont été en lien avec une personne qui a la COVID. Donc, si jamais vous avez des travailleurs précaires dans cette situation-là, vous pouvez les référer vers le Centre des travailleurs immigrants qui ont un fonds économique d'entraide pour ces travailleurs-là et travailleuses. Puis, il y a aussi Solidarité sans frontières qui, depuis le début de la pandémie, a mis sur pied un fonds d'entraide pour justement les personnes qui perdent leur emploi dans le cadre de la pandémie. C'est quand même des ressources vraiment aidantes, mais tu sais, Justin, j'aurais envie de faire des ponts aussi. Tu sais, il y a cette difficulté d'accès-là au travail, à la reconnaissance des compétences, etc. Puis d'un autre côté, il y a toute la précarité d'emploi qui est liée avec la précarité de statut, comme des statuts temporaires ou des personnes sans statut, ça vient avec une précarité d'emploi parce que tu es appelé à chercher du travail où tes conditions ne seront pas protégées par la CNSST. Officiellement, il le serait, mais c'est plus compliqué que ça de faire OK. Une dernière question. Je ne sais pas si Afreen est ici puisqu'elle a une question, mais pour les autres, comment est-ce que vous avez trouvé ce qu'on a fait et comment est-ce qu'on pouvait le faire mieux parce qu'on doit planifier les prochaines étapes et aussi pour les sessions qu'on aura au début de mai. Est-ce que vous avez des suggestions pour nous? Caroline, les deux Caroline et Justin, Juan Carlos? Je crois que surtout la présentation de Caroline Clavel était très importante parce que ça touchait les thèmes de façon plus large. Ce qui complique alors, c'est de ramener ça au moment clinique avec l'individu, avec le patient ou avec leur famille, avec les enjeux locaux, communautaires. Alors, je crois que pour les futurs panels, ça serait de décider dans les étapes qu'on veut aller. Est-ce que maintenant, on veut rendre ça plus clinique, plus vraiment concentré sur le patient ou est-ce qu'on veut mettre l'emphase plus sur les collaborations, les corridors de services, comment améliorer le système plus macro. C'est difficile de faire les deux en même temps. Alors, peut-être pour les futurs panels, juste de décider où est-ce que vous voulez mettre votre emphase. Mais moi, j'ai beaucoup aimé les présentations et j'ai apprécié aussi beaucoup la participation de Justin. OK, merci. OK. Je vais devoir. Alors, est-ce qu'on... Oh, Caroline? Oui, je dois reprendre le relais dans l'organisation familiale, mais j'ai beaucoup apprécié être parmi vous. Merci aussi du partage, Justin, de votre expérience qui est très personnelle, qui est la vôtre. Merci beaucoup, je me sens privilégiée, puis au plaisir. Bye-bye. OK, merci. Merci beaucoup. Okay, merci à tous. Bonne journée. OK. Merci. Bonne journée à tous. Merci. Bonne journée. Merci encore. Okay.